Bonjour à tous, aujourd'hui en ce 25 janvier 2025, nous allons faire un petit point sur toutes les dernières nouvelles du marché des cryptos, avec l'élection de Trump, avec les dernières déclarations officielles, ainsi que la sortie de son meme coin. Ouais, on va en parler. Qu'a-t-il fait des bénéfices monstrueux qu'il a engrangé, enfin qu'ils ont, c'est l'équipe évidemment de Donald Trump. Lui, quand il en a parlé, il a dit ah ouais, apparemment ça se passe bien, j'ai lancé mon meme coin, ouais, tout va bien. C'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Un peu triste aussi, je vous donnerai mon avis. En tout cas, on ira voir. On ira voir également un peu d'analyse technique, un peu les charts, vous savez à quel point j'aime l'analyse technique. Débutons avec son meme coin, donc le Trump Official, qu'il a lancé le 18 janvier sur la blockchain Solana. Alors, c'est les rois du marketing. Le site était extraordinaire. On peut acheter par carte bleue, directement en crypto pour ceux qui sont habitués un peu à la finance décentralisée. Sans oublier de nous mettre l'adresse du contrat pour être sûr d'acheter la bonne crypto, parce que beaucoup se sont trompés. Ouais, avec tous les mêmes coins, tous les mêmes de mêmes, les copies de blagues. Je rappelle que Memecoin ne sert à rien, c'est comme un maillot de foot. Alors vous allez me dire si un maillot de foot on peut le porter. Même un maillot de foot en fait a plus d'utilité qu'un Memecoin. Mais dans l'euphorie, dans ce grand casino que représente pour beaucoup malheureusement le marché des cryptos, on va voir à la fin que ce n'est pas que ça, Mais je suis obligé de me ranger à l'évidence. La majorité des intervenants l'utilisent comme un casino. Quoi qu'il en soit, ce faisant, et pour tous les spéculateurs en herbe qui souhaitaient acheter bas et essayer de revendre plus haut en faisant une plus-value, certains ont réussi. Alors là, on est donc sur Solana, on est sur un échangeur décentralisé qui s'appelle Raydium, qui est le plus gros échangeur décentralisé de tout l'écosystème Solana. Et on peut observer donc l'action de prix qui a été frénétique du 18 janvier avec un pic, alors ça probablement à cause d'un manque de liquidité on-chain. La plupart des autres échangeurs, notamment sur les échangeurs centralisés, le token il est allé un peu autour des $80. Voilà, 77-78$. Ici cependant nous avons donc eu un court pic à 134 alors qu'il n'a vraiment pas duré longtemps. Chaque bougie ici, je suis en 4 heures, j'ai mis 4 heures. Si on passe en jour, vous voyez, c'est pas... Cette mèche là du premier jour est juste hallucinante. Hallucinante car lorsqu'ils ont créé le meme coin, ils en ont créé 1 milliard de pièces. Et donc lorsque au pic, on va parler de $80, le token s'est changé à $80 l'unité, ça nous fait une capitalisation théorique, si tous les tokens étaient en circulation, de 80 milliards de dollars. Même encore maintenant, là donc il est à 30, ça nous fait en full diluted, si toute la liquidité était disponible, on est encore à 30 milliards de capitalisation. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là j'ai préparé CoinGecko avec les crypto-monnaies qui sont classées par capitalisation. Alors on a le roi, le patron, Bitcoin, qui est à 2000 milliards aujourd'hui, donc lui c'est un trilliardaire. Ethereum à 400 milliards, XRP qui a fait une magnifique remontée ces dernières semaines à 180 milliards. Bon, le Tether c'est un stablecoin. Et vous voyez que 30 milliards, ça on rentre dans le top 10, quoi. On s'approche du top 10. Alors je crois qu'il est classé, le Trump, un peu plus bas. Voilà, en position 33, à un peu moins de 6 milliards. Mais c'est en considérant les tokens seulement en circulation. Il doit y en avoir une partie qui soit est bloquée, soit en tout cas qui n'est pas sur le marché. C'est pour ça que c'est comptabilisé ainsi. Mais si on prend tous les tokens qu'ils ont créés lors de la création de ce même coin, il y en a quand même 1 milliard, et je le rappelle, qui ne servent à rien. À rien, à part le fait d'alimenter les comptes de Trump. Alors ils ont essayé de faire la même chose avec Melania, qui a eu un peu moins de succès. De la même façon, ils en ont créé 1 milliard, et le pic, alors lui, est à entre 13 et 14 dollars. Mais une fois de plus, un projet qui ne sert à rien, avec une crypto-monnaie qui ne sert à rien, à un moment est évalué à presque 14 milliards de capitalisation, et qui là représente encore 2,4 milliards de capitalisation. C'est quand même pas mal. Du coup là, il y a deux choses qui me viennent en tête. Alors d'une part, tant mieux pour eux, ils ont fait un très beau coup marketing, un très beau coup économique, mais c'est juste que pour l'image de l'écosystème, ça renvoie vraiment, encore une fois, à ce crypto-casino, gambling, et l'on sait que dans cette verticale du jeu, la plus grande partie des gens sont perdants. Ce qui en soi n'est pas fondamentalement gênant. Moi, je suis pour la responsabilité personnelle. Chacun doit décider de ses risques, et s'ils ont envie de gambler sur le token Trump et Melania, je suis pour que chacun puisse gambler en paix, tranquille. La question peut juste se poser du fait que ce soit le président des États-Unis lui-même qui promeut ce genre d'activité. Cependant, on en revient au fait qu'il est redevenu un des big boss du monde, et que ce big boss du monde est capable de déployer un même coin. Donc, il est très probable que les lois qui vont sortir, parce qu'ils ont donc commencé à communiquer de façon officielle sur le cadre légal qu'ils souhaitent construire, et qui sera évidemment favorable à toute l'industrie, à tout l'écosystème, et qui n'est pas qu'une industrie crypto-casino. La finance décentralisée est en train d'automatiser un maximum de services financiers, ou en tout cas de réduire les intermédiaires humains, d'augmenter l'efficience de ces services en réduisant leurs coûts. En plus de les démocratiser, car aujourd'hui on peut réaliser tout un tas d'actions financières qui n'étaient pas encore possibles avant, il y a même 5 ans, avant la création de la finance décentralisée. De nous-mêmes, petits particuliers, dans notre coin sur notre canapé,
on ne pouvait pas faire des stratégies delta neutre par exemple. Bon, si ça vous parle pas, c'est pas important. Et c'est pas grave. On peut très bien vivre sans faire de stratégie delta neutre. Le point que je veux mettre en lumière, c'est qu'aujourd'hui, on a cette possibilité. Autre élément que je trouve très intéressant, si on descend ici au niveau du 5e point, et il mentionne le fait qu'il, pour le moment, il veut freiner le développement et l'utilisation des monnaies numériques de banque centrale. Petit aparté, la technologie crypto est magnifique, je viens de le dire, je suis un des promoteurs. Cependant, le revers de la médaille de cette technologie, c'est qu'elle pourrait permettre un contrôle accru sur les populations. Entre de mauvaises mains, nos outils monétaires, grâce à la technologie crypto, peuvent devenir programmables. Et donc après, libre à nous, à notre imagination, à l'innovation, de programmer ce que les dirigeants voudront. Les CBDC, c'est ça, ce sont des crypto-monnaies officielles émises par les banques centrales et qui seraient programmables. Alors évidemment, elles ne vont pas communiquer là-dessus, mais la technologie pourrait permettre, dans un second temps, après une mise en place offerte à la communauté, à l'humanité, cette technologie pourrait peut-être secondairement, comme je vous dis, participer au contrôle des populations, qui regrettablement se renforcent de plus en plus, notamment en Europe de l'Ouest. Donc plein de bonnes choses à venir. Il n'a pas encore parlé officiellement de réserves en Bitcoin, de réserves stratégiques. Il mentionne le fait qu'ils vont discuter de réserves stratégiques de crypto-monnaies, mais il ne mentionne pas Bitcoin en particulier. Et surtout, l'utilisation de ces cryptos est encore floue. Est-ce que le fait de constituer une réserve lui permettra d'outrepasser les règles démocratiques, c'est-à-dire de pouvoir réaliser des dépenses qui ne passeraient pas par un contrôle parlementaire ou sénatorial, par exemple? Moi, les choses ne sont pas encore claires. C'est d'ailleurs, je pense, un flou volontaire. Il faut encore que les équipes se mettent en place, qu'ils développent et qu'ils délivrent concrètement ce qu'ils auront choisi. Bon, quoi qu'il en soit, on devrait avoir de bonnes nouvelles dans les semaines et mois qui viennent, étant donné, j'en reviens au Memecoin, le fait qu'il ait lui-même, avec ses équipes, lancé un token de blague qui ne sert à rien et qu'ils ont réalisé donc des centaines de millions de profits qu'ils ont réinjectés dans la véritable finance décentralisée. Et là, je vous y emmène. J'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais donc du coup, les équipes de Trump, et notamment, je crois qu'un de ses fils, dirige ce projet, donc c'est World Liberty Financial, et il possède des cryptos, cette fois-ci dans l'écosystème Ethereum, nous allons le voir, et une partie de ses profits, en centaines de millions, du Memecoin, donc de l'écosystème Solana, a été extrait pour être réinjecté dans l'écosystème Ethereum. Et donc on le voit, ils ont posté, ils ont acheté à 47 millions en dollars d'Ether, 47 millions en WBTC, donc les WBTC étant un synthétique de Bitcoin, les Bitcoins, les vrais Bitcoins, les vrais jetons Bitcoin ne quittent jamais la blockchain, l'écosystème Bitcoin. Sur l'écosystème Ethereum, sur les réseaux, sur la blockchain Ethereum, circule une sorte de synthétique, c'est un token qui est compatible à l'écosystème Ethereum, que l'on peut échanger dessus, et qui représente un Bitcoin. Ils sont émis par des intermédiaires qui, eux, séquestrent des vrais Bitcoins sur la blockchain Bitcoin. Donc 47 millions d'équivalents Bitcoin sur le réseau Ethereum, 4 700 000 AAV, c'est le token du plus gros protocole de prêt et d'emprunt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en description si vous voulez aller regarder. Link, c'est le principal oracle. TRX, c'est le token natif d'une autre blockchain qui s'appelle la blockchain Tron. Et ENA, c'est un token de gouvernance du projet Ethena qui notamment automatise les stratégies Delta Nest. Ne nous perdons pas dans les détails et regardons surtout l'argent. Aujourd'hui, la famille Trump, l'équipe de Trump, a plus de 381 millions de dollars qui circulent sur l'écosystème Ethereum. Et alors j'ai été très surpris parce que du coup je suivais pas, pour être honnête avec vous, je suivais pas ce wallet avant de faire la vidéo, même si je voyais de temps en temps sur X passer le compte rendu des transactions par exemple. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils s'amusent à explorer les différentes blockchains. Car Ethereum, qui est une vieille technologie, on va dire, comparée à Solana, ne peut passer qu'une quinzaine de transactions par seconde, et ce qui limite en fait son activité. Il a été de très nombreuses fois engorgé, je parle du réseau. Pour essayer de pallier et de répondre à cette problématique, ils ont créé ce qu'on appelle des Layer 2, donc c'est d'autres blockchains, mais qui fonctionnent, on va dire, au-dessus, qui réalisent tout un tas de transactions, et qui ensuite, la synthèse de ces transactions entre le temps A et le temps B est notarisée sur la blockchain primaire, sur le layer 1, donc sur la blockchain Ethereum. Et en plus de ces layer 2, il existe tout un tas de blockchains dites EVM compatibles sur lesquelles la famille Trump s'amuse, explore, même si vous voyez que la majeure partie des fonds sont quand même sur Ethereum, et si on regarde un peu, ils ont quand même 180 millions d'Ether, 67 millions d'équivalents Bitcoin, comme je vous disais, encore 31 millions d'USDC, c'est un stablecoin, donc 2 dollars au chaud pour renforcer des positions, 10 millions de Tron, 9 millions d'Ether, c'est un autre stablecoin, 6,5 millions d'AV, etc., etc. Enfin voilà. Et après des poussières pour eux, quelques 9000 dollars de OPI. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Des poussières à leur échelle, d'OPI, de Rect, de Sky, voilà, bon, des trucs que je connais pas. Quoi qu'il en soit, avant de passer au chart, je voulais juste revenir sur cette triste histoire de kidnapping.
où le pauvre monsieur Ballan, hein, David Ballan, qui était un des cofondateurs de l'entreprise Ledger, entreprise licorne, magnifique entreprise française qui est leader dans les cold wallets, hein, qui sont des outils indispensables justement pour aller naviguer dans la finance décentralisée. Il s'est fait kidnapper, a priori même mutilé, c'est vraiment terrible, pour une histoire de rançon, qui s'est heureusement globalement bien finie grâce à nos forces spéciales comme les forces du GIGN, qui sont des forces exceptionnelles, hein. On a encore, dans ce pays qui se tiers-mondise, des pépites extraordinaires. Ce sont des gens avec des compétences exceptionnelles. Je voulais aussi parler de cette histoire car elle illustre en fait le manque de connaissances, y compris des brigands. Car voler des crypto-monnaies, en tout cas séquestrer quelqu'un pour voler des crypto-monnaies avec des sommes importantes, c'est la pire idée qui soit. Sur la blockchain, tout est traçable. C'est vraiment un outil extrêmement mauvais pour le blanchiment et pour le terrorisme ou pour toutes les activités criminelles. L'outil monétaire, le support de nos outils monétaires magnifiques pour les activités criminelles est le cash. Et le cash, c'est pas une innovation crypto. Le terrorisme international, les plus grandes arnaques, elles sont financées en dollars, mais en billets de dollars. Là, au passage, l'entreprise donc Tether, qui émet le plus gros stablecoin en circulation, qui s'appelle l'USDT, a participé à l'enquête et a participé au succès, on va dire, du dénouement de cette histoire, car ils ont la possibilité de geler le transfert de leur crypto-monnaie. Même si vous possédez tous les outils, hein, donc les wallets, etc., si vous avez des USDT sur votre compte et qu'il est identifié comme étant un compte terroriste ou criminel de façon plus générale, l'entreprise a la possibilité de geler son transfert. L'entreprise ne pourra pas geler les autres crypto-monnaies sur le compte, hein, c'est pas tout le wallet. Vos Ethers, par exemple, vous pourrez envoyer vos Ethers. Mais les USDT seront gelés. En plus du fait que lors du transfert, lorsque vous allez recevoir cette somme en Tether, ça va laisser des traces et ça va aider les enquêteurs dans leur mission. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé là. Je leur souhaite, parce que je crois qu'il y avait sa femme également, le meilleur établissement possible, que ce soit physique et psychologique. Pour clôturer sur une note positive, on va quand même reparler du patron BTC. Nous sommes ici en hebdomadaire, hein, donc chaque bougie représente une semaine. Vous voyez qu'en gros, depuis le mois de décembre, en fait, le prix latéralise après avoir atteint la première zone de vente cible, hein, théorique des retracements de Fibonacci, donc entre 1,618 et 2. Si le marché repart à la hausse, si l'action des prix poursuit dans sa tendance principale, nous atteindrons peut-être la prochaine zone qui se situe entre 155 000 le Bitcoin et on va dire 175 000. Donc ça, c'était pour vous rappeler en gros l'image de fond, mais maintenant je vais zoomer sur la période récente et notamment je vais vous lier avec l'histoire de Trump. Regardez ici le même graphique dans la même temporalité en hebdomadaire et nous allons zoomer sur la période finale en passant en journalier. Donc chaque bougie représentera plus qu'un jour. Bon, pour les habitués, vous savez que je passe rarement en journalier, hein, il y a beaucoup de bruit, hein. Plus on descend dans les échelles de temps, plus il y a du bruit de marché. Cependant, dans cette semaine, c'est passé deux choses que je trouve intéressantes et qui se contredisent. Je vous rappelle que l'analyse technique n'est pas prédictive, mais que c'est le meilleur moyen d'apprécier la psychologie des marchés et de calibrer son risque. En plus de la zone de support qui, on va dire, se trouve à l'approche des 70 000 par Bitcoin et de cette fameuse latéralisation, ce range qui évolue entre 90 000 et 110 000, on va arrondir au-dessus, hein, on a fait quand même un ATH à 109 000 passés. J'ai positionné ici la barre des 100 000. Et donc les deux choses contradictoires que je voulais vous montrer, vous voyez ici cette bougie avec une mèche, on appelle ça aussi une ombre immense, c'est la bougie justement lundi 20 janvier de l'investiture de Donald Trump, qui, rappelez-vous, 2 jours avant, le samedi 18, avait lancé son meme coin. Et donc cette journée-là représente une journée avec une attention immense d'un public pas forcément averti et avec beaucoup d'attentes, notamment sur des annonces éventuelles qu'il aurait pu faire sur le monde des cryptos. Et alors que les acheteurs ont réussi malgré tout à faire un nouvel ATH, s'est trouvé ici de très gros acteurs qui s'en sont servis comme liquidité de sortie. Beaucoup d'argent frais est rentré cette journée-là, mais malgré tout, de gros vendeurs, de gros players ont réussi à repousser le prix. Et donc ce chandelier à sa clôture était vraiment de mauvais augure. Voilà, des gros qui se positionnent sur de nouveaux entrées pour leur vendre dessus, en gros, pour dumper sur les nouveaux arrivants. Cependant, on voit que le prix latéralise et surtout n'est pas passé en dessous des 100 000. Et donc ma nouvelle impression est que le marché est en train de réévaluer le consensus entre acheteurs et vendeurs et peut-être qu'il est en train de se dire que finalement un Bitcoin au-dessus des 100K, au-dessus des 100 000, c'est acceptable. Et nous aurons la réponse bientôt car vous voyez ici qu'il y a une contraction des prix. Alors je le fais grossièrement, mais on ne fait pas de nouveau plus haut ni de nouveau plus bas. Les prix se contractent, les acheteurs et vendeurs cherchent à prendre l'un dessus l'un sur l'autre. Et alors après, qui gagnera? J'en sais rien. C'est là que justement faites vos jeux, créez vos scénarios, vous pouvez spéculer en calibrant votre risque. Car à moins que vous connaissiez le futur, moi c'est pas mon cas, je ne sais pas si Bitcoin va repartir à la hausse et enchaîner de nouveau plus haut, ou alors tout simplement peut-être aller juste retester le bas de cette latéralisation, hein. Ce qui serait en soi pas dramatique, en sachant que on peut même aller retester les 74-75 000, que ça ne remettrait pas nécessairement en cause le marché haussier que nous avons et donc la tendance hebdomadaire. Nous pourrions retracer, alors ça ferait quand même, on le sentirait passer, hein, mais je crois que c'est un peu plus de 30%. Voilà.
30-32%, regardez dans le passé, c'est des retracements entre guillemets tout à fait classiques de marché haussier. Je crois qu'en plus le premier arrêt de Fibonacci se retrouve quelque part par là. Donc l'action des prix pour aller retester les 74-75 000 pour ensuite repartir et faire de nouveaux plus hauts. Nous en avions déjà parlé. Normalement, c'est une sorte de marathon. Alors, on a passé la moitié. La dernière fois, je crois que j'avais dit qu'on était au 25e kilomètre. Bon, on approche des 30. Mais les 30, c'est le mur. Hein. C'est vrai que bientôt, là, les jambes vont être très très lourdes et ça va se passer encore une fois de plus dans la tête. Donc tenez bon, surtout que la tendance est notre ami. Hein. Trend is your friend. Le Bitcoin est en tendance haussière, je ne vous l'apprends pas. Donc les probabilités pour que cette petite figure, ce petit triangle symétrique casse à la hausse sont peut-être un peu plus élevées que l'inverse. Mais une fois de plus, je n'en sais rien. Avant de vous quitter, on va regarder rapidement ETH. Donc là, c'est ETH face au dollar en hebdomadaire. Vous voyez que pour l'instant, il est bloqué dans cette immense range. Si on arrondit, voilà, entre 3 et 4 000 dollars par Ether. Il a un retard impressionnant hein, par rapport à toutes les crypto-monnaies majeures. Hein. Solana a fait un nouvel ATH. XRP a fait un nouvel ATH. Ether est encore à plus de 47% de son dernier plus haut. Le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est toujours dominé par les vendeurs. Et si on essaie de regarder voilà, sa force relative par rapport à Bitcoin, on voit qu'il s'est fait éclater. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant sur ce graphique, c'est les fameuses divergences. Vous savez quand l'action des prix diverge avec l'action du RSI, avec le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Lorsqu'une divergence se fait avaler, ben ça donne ça. Vous voyez que l'action des prix faisait de nouveau plus bas, alors que l'action du RSI, non. Ce qui représente en allant une perte de force, en gros, des vendeurs, comparativement aux acheteurs. Et donc, on s'attend à peut-être un retournement, un Ether qui revient en force par rapport au Bitcoin. Sauf que si l'action des prix se réaligne avec l'action du RSI, et c'est exactement ce qui s'est passé ici, vous voyez ici sur ce plus bas, ici là, mais on a fait également un plus bas au niveau du RSI. Ben, ça donne quand même voilà, cette boucherie, hein, ce bain de sang, oui, ce bain de sang. Et pour l'instant, Ether continue de creuser, de chercher des supports. Oui, j'en décide même plus. Hein. On a éclaté ce support qui est devenu une résistance, on s'est fait rejeter. Alors, on diverge encore. Mais est-ce qu'Ether rattrapera un jour? Oui, peut-être pas. Je conclue juste que le président des États-Unis accumule de l'Ether, ce qui est quand même un bon signe. Mais ce qui peut également être simplement un biais de confirmation. Souvenez-vous qu'on a nos propres biais psychologiques, donc prenez vos propres décisions. N'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.